Merci. Bonsoir à toutes et tous. D'abord, merci d'être là et merci à Lila d'avoir pris le temps avec moi de discuter. Moi, je partage totalement le fait que c'est une discussion extrêmement importante parce qu'on a besoin de s'accorder. Derrière l'analyse du fascisme, il y a en fait la conclusion pratique de comment on le combat. Et que du coup, il faut qu'on le prenne au sérieux. Moi, je pense que les centaines de milliers de personnes qui ont manifesté ces derniers mois contre le danger du Rassemblement national, en fait, témoignent du fait qu'il y a une préoccupation autour de ça. Maintenant, il y a aussi beaucoup de choses qui ont été dites dans les différentes discussions et ici à la tribune, voilà, qui apportent des nuances, vous voyez bien. Et moi, je vais faire la même chose, en réalité. Donc, voilà, après, on verra ce que ça donne dans la discussion. Mais je vais partir du titre de ce débat qui s'appelait donc « Fascisme en France, état des lieux » pour commencer par expliquer ce que va être le déroulé de mon raisonnement. Moi, fascisme en France, état des lieux, en fait, ça veut dire que toute la première partie de mon propos, ça va être sur la question du Rassemblement national. Et je vais insister sur le fait que pour moi, le Rassemblement national est un parti fasciste. Et je vais expliquer pourquoi ça a une importance. Mais du coup, la deuxième chose, ça va être un peu d'enchaîner sur pourquoi, là, je pense qu'on est en train de reculer par rapport à cette question et que c'est très, très, très préoccupant. Et puis, je vais essayer de terminer par rapport notamment à des discussions qui ont pu avoir lieu dans d'autres débats sur un peu, justement, enfin, non seulement comment on arrête de reculer, mais comment on le combat. Donc, sur la question de la maison mère, en fait, du fascisme en France, qu'est le Rassemblement national, moi, je partirais quand même de choses qui pourraient paraître évidentes, mais qui quand même montrent à la fois l'urgence et le danger. On est face à un parti qui est quand même parti à la conquête du pouvoir, et il faut vraiment avoir en tête qu'il est déterminé à gagner cette conquête du pouvoir. Et le pouvoir, il ne l'entend pas simplement d'un point de vue électoral. C'est peut-être le premier truc que je voudrais mettre en avant. On n'est pas juste dans une conquête électorale, il y a un projet de société qui est derrière, et qu'ils entendent bien le mettre en place, ce projet de société, et qu'il ne se résume pas à la dimension des élections, il se résume à beaucoup d'autres choses que je vais essayer d'expliquer un peu plus loin, qu'il en est quand même à l'heure actuelle à 143 députés, qu'il a 10 millions d'électeurs qui ont voté pour lui encore aux dernières élections, qu'il arbitre à l'heure actuelle sur la composition du gouvernement et sur sa durée de vie. Donc voilà un petit peu où on en est. Mais moi, je pense que si les centaines de milliers de personnes qui se sont mobilisées suite à la dissolution de l'Assemblée nationale ont permis un sursis, puisque c'est un peu ce qui a été dominant dans la caractérisation des résultats électoraux, il faut quand même aussi avoir en tête qu'en fait, le Rassemblement national s'est construit dans cette séquence-là. Et donc, je pense qu'on ne pourra pas gagner en faisant une sorte de course de vitesse parallèle entre les militants antifascistes d'un côté qui constitueraient une alternative et les fachos de l'autre. Parce que quand je parle de construction du Rassemblement national pendant cette période, non seulement ils ont gagné en nombre de voix par rapport aux élections précédentes, mais ils ont gagné aussi des positions. Aujourd'hui, vous le voyez dans les articles, etc., il y a une partie du patronat qui accepte de discuter avec lui, le MEDEF qui est en capacité de dire tranquillement qu'entre la France insoumise et le Rassemblement national, le choix est fait, ce sera le Rassemblement national. Voilà un petit peu toutes les positions qu'ils ont réussi à construire aujourd'hui dans la société et qui donc nous amènent un peu à parler de ce parti-là. Et moi, je pense que la question du danger du Rassemblement national, elle est trop souvent masquée dans les débats qu'on a les unes, les uns et les autres, parce que, en fait, on est arrivé à une situation où un peu tout est fasciste, et puis finalement, du coup, un peu rien n'est fasciste. Je pense que là, il y a un nœud déjà sur lequel on a besoin de discuter un peu entre nous, parce que ça amène une sorte de débat sur ce que serait le pire mal ou le moindre mal. Et moi, je pense que c'est un terrain que je ne partage pas. Qu'est-ce que j'appelle cette histoire du débat du pire mal ou du moindre mal? En fait, ça prend la forme à l'heure actuelle de finalement, est-ce qu'il faudrait plus de stabilité au niveau de l'État, parce que malgré tout, il y a les fachos en embuscade, donc on ferait des compromis avec l'État, voilà, ou à l'inverse, puisque l'ennemi principal, c'est l'État, et c'est lui qui met en place, en fait, tous les dispositifs qui permettront à un moment ou à un autre aux fascistes de l'emporter, et est-ce que finalement, on n'accepterait pas de s'allier un peu avec les fachos, puisque l'ennemi principal, c'est le gouvernement actuel. Voilà, moi je pense que en fait c'est une erreur de poser les termes du débat de cette façon-là, qu'en fait on est face à un combat qui a deux faces, qui a deux têtes, et que du coup il faut s'attaquer à ces deux têtes-là et prendre en considération qu'en fait ce sont malgré tout des combats spécifiques qui sont à mener, ce que ne permet pas pour moi la synthèse autour de la fascisation.
Du coup, je voudrais quand même, pour essayer d'argumenter mon propos, rappeler peut-être des évidences à certaines personnes ici présentes, mais le fascisme, c'est pas d'abord un projet de la bourgeoisie, et le fascisme constitue en partie une rupture avec les outils traditionnels de la bourgeoisie. Je ne vais pas pouvoir parler trop longtemps à ce niveau-là, mais moi je vais quand même le citer maintenant parce qu'en fait ça fait pour moi partie des références incontournables. Et cet historien américain qui s'appelle Paxton, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le fascisme en action » est très important. Je rappelle quand même pour la petite histoire que c'est un Américain historien qui a cassé le consensus en France parmi les historiens qui analysaient par exemple le régime de Pétain comme un régime soumis au régime des nazis, qui rappelle que non, ce n'est pas le cas. Voilà, il y a bien eu une collaboration, voire parfois du zèle qui a été fait de la part de ce régime-là. Mais bon, bref, je parle de cet historien parce qu'il met en avant justement différents éléments de ce qu'est le point commun des différents fascismes, qu'on parle du fascisme italien, du nazisme allemand, etc. Et de ce point de vue-là, le Rassemblement national est de nouveau un cas d'école. C'est sans doute dans les différents mouvements fascistes à l'échelle internationale, etc., celui qui se rapproche le plus de ce qui a été la création, la construction et la conquête du pouvoir des formations fascistes et nazies. Du coup, le fascisme, c'est une forme de rupture. Et donc, il faut quand même avoir en tête que ce qui a conduit les classes dirigeantes italiennes et allemandes, par exemple, à faire appel au fascisme, c'est qu'ils offraient quelque chose que les outils traditionnels du capitalisme n'étaient plus en capacité de leur offrir. Et ces deux outils, ce sont les outils qui permettent l'adhésion de la population. Je parle de l'école, les médias, allez, pour faire une petite provocation par rapport au débat précédent, les mises en scène des compétitions nationales, sportives ou internationales. Voilà, tous les dispositifs idéologiques qui permettent l'adhésion et évidemment le levier de la coercition quand c'est besoin, la répression, etc. Donc, qui pousse à quoi? Qui pousse la majorité de la population à rester passive, à être résignée, etc. Le fascisme rompt avec ça. Le fascisme crée un mouvement de masse, d'adhésion à un projet politique qui est celui de la pureté nationale, de l'idée qu'on va réussir à regagner la grandeur qu'on est en train de perdre de notre pays grâce à la mise en mouvement d'une large fraction de la population. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, pour la classe dirigeante, ça devient intéressant de faire appel aux fachos. Je rappelle quand même que quand Hitler est arrivé au pouvoir, ce qu'il a fait était impossible à faire avec les outils traditionnels du capitalisme. En Allemagne, par exemple, la police et l'armée, c'était à peu près 100 000 personnes. Il ne faut pas croire que Hitler arrive dans un ciel bleu de droits démocratiques, je sais pas moi, de lutte des classes un peu classique, etc. Non, il y avait déjà une série de décrets et de lois qui avaient été votés, un État extrêmement autoritaire, etc. Plus de possibilités de manifester, plus le droit de faire grève, etc. Des arrestations, des licenciements en masse et compagnie. Mais concrètement, sur la mise en œuvre, ce qu'a fourni Hitler, c'est un parti d'1 500 000 membres et de 400 000 SA qui ont été en capacité, dès la prise du pouvoir, d'écraser tout le monde. D'écraser tout le monde. Ça a été plus de 200 000 arrestations, tous les locaux des syndicats et des partis qui ont été ravagés. Voilà ce que lui a offert à la classe dirigeante. C'est un mouvement qui était en capacité de défaire définitivement, de mettre un coup fatal à toute capacité de résistance. Et je pense que c'est ça, aujourd'hui, qu'il ne faut pas sous-estimer quand on parle de fascisme et donc de où se situent les organisations fascistes. Tout dans le RN, aujourd'hui, valide ce qui s'est construit dans les organisations fascistes, encore une fois, en Italie et en Allemagne. On met l'accent sur les élections, Hitler et Mussolini ont fait exactement la même chose. Il y a eu, y compris dans leurs propres organisations, ce que Gramsci a appelé un fascisme en tension. Le fascisme de la rue, et le fascisme de la conquête électorale, du fait de péter le cordon sanitaire, du fait d'apparaître comme respectable, de se faire accepter par une partie de la classe dirigeante, justement parce qu'ils savaient qu'ils en avaient besoin pour accéder au pouvoir. La question de la violence, je viens d'en parler, mais on retrouve quand même, il ne faut pas se mentir, même il y a des journalistes qui font ce boulot-là de montrer les liens qui perdurent entre les groupes violents et ce qu'est la façade respectable du Rassemblement national. Les liens, ils continuent à exister. Les actes racistes ont explosé, en fait, après la dissolution de l'Assemblée nationale. Au niveau du programme, pareil. Le RN est capable de dire tout et son contraire, comme l'ont fait Mussolini et Hitler. Et au niveau des couches sociales, pareil. Je vais essayer d'en parler un petit peu plus loin. Du coup, moi, je voudrais enchaîner par le fait qu'il a existé, pendant des années et des années, une tradition qui était la tradition antifasciste, qui partait justement du fait que
face aux horreurs de l'accès, enfin de ce que a donné l'accès au pouvoir de Mussolini et Hitler, face à ces horreurs du nazisme, en fait, l'antifascisme consistait à faire ce que Hitler lui-même a déclaré après la prise du pouvoir en septembre 1933, au moment du congrès de Nuremberg. Il dit « Un seul danger pouvait briser notre développement si l'adversaire en avait compris le principe et si dès le premier jour, avec la plus extrême brutalité, il avait brisé le noyau de notre nouveau mouvement. » Les antifascistes ont eu cette stratégie qui consistait à dire il faut absolument empêcher les fascistes de se développer dans les rues, dans nos lieux de travail, dans nos cercles d'études, partout. Voilà. Juste, je reviens un peu en arrière, mais encore une fois, pour montrer ce que ça signifie le fascisme une fois au pouvoir, il y a un des dirigeants du NSDAP, et ça va avec ça, hein, il disait la seule marge de liberté qu'on offre aujourd'hui aux personnes, c'est celle de rêver la nuit. Voilà. Ils ont réussi à pénétrer toutes les sphères politiques, idéologiques, économiques, sociales dans les résultats de la conquête du pouvoir. Et donc la tradition antifasciste, c'était ça. On ne leur laisse pas un millimètre de terrain. On ne les laisse pas se développer. Et on les combat pied à pied. Et là, on a vraiment beaucoup reculé. Enfin, je trouve que ça devient même critique. Donc, excusez-moi, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais je vais citer une série de choses qui, moi, vraiment m'effraient. Voilà, je ne sais pas comment dire autrement. Alors, pour prendre cette liste-là. Il y a des militants aujourd'hui qui construisent des collectifs antifascistes et qui vont débattre avec les fascistes sur les plateaux télé. À la suite des attaques du 7 octobre, contre l'État colon israélien, il y a eu une manifestation le 12 novembre 2023, soi-disant contre l'antisémitisme. Une partie de la gauche manifeste avec les pires fachos antisémites. Je parle de Reconquête et je parle du Rassemblement national. Apparemment, l'antisémitisme des fascistes, il paraît plus respectable que toutes les personnes qui soutiennent le peuple palestinien actuellement. Mais je dois le dire aussi, il y a eu une tribune. Excuse-moi, mais il y a eu une tribune qui a été signée le 16 octobre 2024. Et cette tribune, elle dit quoi? Elle propose de voter avec le Rassemblement national pour l'abrogation de la réforme des retraites. Alors, on nous parle d'arrêter l'antifascisme moral. Enfin, je ne sais pas, peut-être que ça va revenir dans le débat, parce que tu l'as beaucoup cité, l'antifascisme moral. Moi, je ne sais pas. Enfin, quand je lis votre tribune et que je vois antifascisme moral, j'ai l'impression que ça s'adresse à moi, qui continue à me dire il ne faut pas laisser les fachos, et on ne va pas leur accorder des choses, et on ne va pas s'allier avec eux. Mais cet antifascisme moral, qui est peut-être le mien, mais je ne pense pas pour autant, puisque je vais quand même parler de l'antifascisme politique, moi, j'ai presque envie de vous dire en retour, mais c'est sûr que, enfin, il n'y a plus rien de moral quand on nous demande à la fois de voter pour Borne et Darmanin pour faire barrage au Rassemblement national, Borne qui a donc fait la réforme des retraites à coup de 49.3, Darmanin qui nous fait la loi immigration avec le Rassemblement national, on nous demande de voter avec eux pour faire barrage avec le Front, au Rassemblement national, et une fois au Parlement, on nous dit il va falloir voter avec le Rassemblement national pour abroger la loi de Borne. Il y a quand même un hiatus quand même dans le raisonnement de comment on va combattre les fachos, quoi. Et dernière chose quand même, c'est la manif assez récente des féministes le 23 novembre 2024. Alors on pourrait dire qu'il y a eu une forme d'avancée, parce que la manif précédente, le 8 mars, on a eu des cortèges fascistes de Nous Vivrons, avec le SO de la LDJ, etc. Là, la manifestation a refusé en fait dans ses rangs la présence des fascistes. Mais les fachos étaient là. Les fachos étaient dans la rue. Voilà. Et le cordon sanitaire, il a été fait par les flics, pas par nous. C'est les flics qui ont fait le cordon sanitaire. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Némésis a fait des jolies vidéos pour expliquer que la rue était à elle. Voilà où on en est. Dans le recul de l'acceptation de ne pas barrer la route aux fachos. Alors, il y a sans doute là-dedans un profond malaise, voilà, je vais l'aborder aussi, sur le fait de ne pas savoir comment faire vis-à-vis des électeurs du Rassemblement national. Il y a un peu l'idée que ce seraient des victimes de la société et des attaques sociales, un peu des beaufs qui ne sont pas très diplômés, pas très éduqués, des fâchés, pas fachos. Et donc, la question se pose de comment on va essayer éventuellement de les extirper de là. Et moi, je voudrais du coup dire 3 choses. Première chose, c'est que ce ne sont pas des victimes. Il faut prendre au sérieux ce qu'exprime ce vote. La deuxième chose, c'est que le cœur du Rassemblement national et du fascisme en général, en fait, ce n'est pas les petits dont on est en train de parler.
c'est au sens marxiste du terme la petite bourgeoisie, et je vais essayer de développer ce que j'entends par là. Et la troisième chose, c'est qu'ils ne sont pas préoccupés par les questions de justice sociale. Quand on vote pour le Rassemblement national, quand on adhère au Rassemblement national, quand on milite au Rassemblement national, on est parti sur un projet qui ne s'incarne plus sur la dissociation entre je suis raciste d'un côté, mais je pense quand même que ce serait bien qu'il y ait moins de justice, moins d'inégalité sociale. En fait, il y a une vraie cohérence dans leur façon de penser les choses, et des chercheurs ont mis en avant quand même cette cohérence, et je les citerai si je n'ai pas le temps de développer. Du coup, sur le recul auquel on est confronté depuis maintenant de nombreuses années, il y a eu pas mal d'éléments qui ont été mis en avant par Statis dans l'introduction. Je voudrais quand même insister sur peut-être une zone d'ombre dans ce qui a été dit. Les reculs qui avaient été cités, c'est à la fois les attaques sociales, le fait qu'une partie de la gauche finalement avait capitulé, y compris sur la dimension du racisme, etc. Il y a quand même une autre chose qui s'est passée, c'est que pendant très longtemps, en fait, l'analyse du fascisme et le combat antifascisme a été porté par des militants, alors que dans le milieu académique, justement, par exemple dans le milieu académique français, dominait cette idée que la France était immunisée au fascisme. Jusqu'au point où, dans les années 80, quand le Front National commence ses premières percées, en fait, arrive un nouveau concept, puisque la France est immunisée au fascisme. En fait, le score du Rassemblement national, ce n'est pas, en fait, l'incarnation d'un danger fasciste. Donc, on invite beaucoup sur les plateaux télé, etc., à grand renfort de communication, des chercheurs à l'époque autour du CEVIPOF, et qui vont beaucoup mettre en avant l'idée que le Rassemblement national, en fait, c'est une forme de populisme, un national-populisme. Et là, en fait, ce que ça a commencé à traduire, c'est une vraie offensive, justement, contre les petits. Cette idée que les gens qui votent... Enfin, cette idée que si on a l'émergence de ce pôle, de ce parti politique, de ce mouvement, c'est un peu parce qu'il y a les beaufs, en fait, les gens qui ne sont pas diplômés, les gens qui n'ont pas trop compris la vie politique. Et c'est à peu de frais. C'est aussi pour ça qu'on leur offre énormément de tribunes et de plateaux télé, etc. C'est à peu de frais se dire que, finalement, les responsables, ce n'est pas les dirigeants politiques, ce n'est pas l'échec de la gauche, ce n'est pas la classe dirigeante, ce n'est pas la bourgeoisie, ce n'est pas l'État. En fait, les problèmes, ils viennent d'en bas. Voilà. Et ce truc-là a commencé vraiment à se diffuser énormément jusque dans les rangs militants. Et du coup, moi, j'ai quand même envie de tendre le cou à cette idée qu'à l'heure actuelle, le cœur du Rassemblement national, c'est les petits. C'est pas vrai. Je continue, y compris les chiffres qu'a donné Statis dans son introduction, je ne les partage pas. Donc, je voudrais juste donner un peu quelques éléments par rapport à ça. Pour essayer de contester un peu l'idée que on a accepté, enfin contester un peu l'idée que c'est les beaufs. Alors quand je parle de petite bourgeoisie au centre marxiste, je vais essayer de revenir là-dessus parce que l'histoire de la petite bourgeoisie, c'est pas d'abord une question de revenus, de combien on gagne, c'est pas non plus une question de territoire, c'est pas une question de diplôme, c'est une question de position dans la société et de relations sociales que ça nous amène à avoir vis-à-vis des autres catégories de la société. Au sens marxiste du terme, il y a deux grandes classes sociales qui s'affrontent. Il y a la classe dirigeante d'un côté, la bourgeoisie, celle qui exploite et domine, celle qui a l'État entre ses mains. Et puis il y a la classe ouvrière. Mais vraiment, il faut la comprendre au sens très large, c'est-à-dire la vaste majorité de la population qui n'a que sa force de travail à proposer pour subvenir à ses besoins. Ce que Marx identifiait à l'époque et que Guérin a beaucoup mis en avant en disant justement cette catégorie de la population, en fait, elle n'est pas du tout en voie d'extinction, voire même le capitalisme la développe, c'est cette petite bourgeoisie. Et la petite bourgeoisie, c'est celle qui est prise en étau entre ces deux grandes classes. C'est celle qui n'est pas vraiment la classe dirigeante, mais en même temps commande, en fait, et se pense, parce qu'elle contrôle une partie du prolétariat, se pense au-dessus du prolétariat. Celle qui n'est pas complètement exploiteuse et pas complètement exploitée. Et celle qui, du coup, se retrouve dans une situation où, quand c'est la crise, elle pourrait, pour une partie d'entre elles, basculer du côté du prolétariat en se disant qu'en fait, on est en train de subir un système qui nous met tous de plus en plus en difficulté. Mais une partie significative d'entre elles, en fait, fait le choix de se dire qu'elle peut prétendre à plus, qu'elle veut faire partie, finalement, de ceux qui écrasent les autres. Et tout ce phénomène-là, il s'est développé parce que, on va dire, historiquement, ça a été les artisans, les commerçants, etc. Mais ce que Guérin a beaucoup mis en évidence, c'est que ça s'est développé aussi sur toute une partie de la population autour des fonctions d'encadrement.
Voilà, donc une partie des classes moyennes, mais pas les classes moyennes, encore une fois, en sens de revenus ou au sens géographique du terme, mais vraiment de la position qu'elle est amenée. Et donc, quand on regarde très concrètement après dans les analyses, moi je pense qu'il y a un problème à accepter tel quel ce que sont les résultats, par exemple, des sondages ou des sondages ou des résultats électoraux qui n'ont pas de critique, par exemple, sur les catégories proposées par l'INSEE, les CSP. D'accord ? Je vais juste donner quelques éléments. Parmi les employés pour l'INSEE, d'accord, dans les catégories socio-professionnelles, il y a les policiers et l'armée. Donc, quand on parle de fonction sociale, vous voyez bien que tous les employés n'occupent pas la même fonction dans la société. Quand on met les policiers avec les employés, forcément, ça fait péter le score du vote RN parmi les employés. De la même façon, chez les ouvriers, on va retrouver dans les catégories de l'INSEE les chefs d'équipe qui ne sont pas exactement dans la même position par rapport à leurs relations sociales que le reste des ouvriers. C'est pareil pour les classes moyennes. On va retrouver beaucoup dans les analyses sociologiques l'idée que les classes moyennes, c'est en fait, encore une fois, une question de revenus. Ce que met Guérin en avant, c'est plutôt la position sociale. Est-ce que j'ai un autre exemple à donner là-dessus? Je ne sais pas, mais du coup, je vais passer. Il y a une autre chose que Statis mettait en avant par rapport à l'abstention, ce que tu as redit, mais il faut aussi prendre en compte, par exemple, qu'il y a toute une partie de la population qui n'est tout simplement pas inscrite sur les listes électorales. Et quand on parle de personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales, je pense d'abord aussi aux personnes qui n'ont pas le droit de vote. D'accord ? Et il se trouve que c'est souvent les catégories qu'on va retrouver parmi les employés ou les ouvriers. Donc tout ça pour dire, j'insiste vraiment beaucoup là-dessus, c'est qu'à mon avis, et il y a des chercheurs qui ont commencé à mettre ça en avant, donc je vais en citer un parce que tu contestes les travaux de Faury, moi je les trouve assez pertinents, mais je vais en citer un autre du coup. Il y a quand même des auteurs qui sont en train de mettre en avant cet élément-là, cet élément essentiel. Et attention, je ne suis pas en train de dire que les chômeurs, les ouvriers, les employés ne voteraient pas Rassemblement national. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est le cœur de la construction du Rassemblement national, c'est cette petite bourgeoisie. Et sans doute que l'auteur le plus intéressant pour analyser ça, c'est Coquart. Et donc, je sers juste Coquart, Benoît Coquart, donc ceux qui restent, donc qui analyse justement le vote dans les campagnes et qui montre assez bien que, y compris dans les campagnes, en fait, c'est la petite bourgeoisie économique qui mène la danse politique. C'est elle qui, y compris, fait qu'un certain nombre d'ouvriers ou d'employés se retrouvent sous pression d'afficher un vote réactionnaire parce que ce qui domine dans ces relations sociales dans les campagnes, c'est beaucoup la petite bourgeoisie et qu'elle du coup, diffuse à partir de là. Bref, je m'arrête là-dessus par rapport à ça. Pour arriver sur un dernier élément que je voulais mettre en avant, c'est la question du racisme. Je ne vais pas aller trop pousser là-dessus parce que j'ai l'impression qu'il y a un relatif accord. Je vais peut-être apporter juste, encore une fois, un ou deux éléments polémiques. Je pense que toutes les statistiques mettent en avant le fait que la première motivation du vote Rassemblement national, c'est la question du racisme. Que ce soit l'islamophobie ou que ce soit la question de l'immigration. Il n'y a pas de distinction entre le Sud et le Nord parce que, et c'est peut-être ça qui est intéressant dans ce que met en avant quelqu'un comme Faury, vraiment, le concept du fascisme, de la préférence nationale, articule très bien justement ce que Faury appelle la racialisation de l'économie. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence politique de la part des gens qui votent Rassemblement national et encore plus de la part de ceux qui y militent, d'accord, sur la façon de penser l'économie et la façon de penser les autres racialisés. D'un point de vue économique, ils sont extrêmement réactionnaires également. C'est pas vrai que le cœur social serait à gauche de la part des électeurs RN alors qu'ils sont aussi un peu racistes. En fait, quelqu'un comme Yann Lelanne le met aussi en avant, c'est que c'est aussi des gens qui ont une vision très très autoritaire de l'économie. Il faut des chefs, les chômeurs c'est les assistés, etc. etc. Voilà. Donc le racisme reste central dans toutes les situations, dans tous les périmètres de la métropole. Et juste, je terminerai quand je parlais d'un autre élément un peu provoque, c'est que parfois ça se dit, mais ça ne se concrétise pas. Moi, j'ai écouté la conférence de lancement du livre de la France Insoumise. Le racisme a occupé une place très importante. Le coordinateur de ce livre, Hugo Paletta, met beaucoup en avant la question du racisme. Maintenant, la preuve du pudding, c'est quand on le mange, d'accord ? Et j'ai envie de dire, en fait, au niveau des travaux pratiques, le compte n'y est pas. Mais même la France Insoumise, le premier tract qu'ils font, publié à des millions d'exemplaires pour mener le combat contre le Rassemblement national, il n'y a pas un mot sur le racisme. La ligne, l'axe, c'est de dire, en fait, le Rassemblement national, c'est un ami de Macron.
Voilà, et je pense que là, on se trompe en menant le combat sur cette question dite sociale, en fait, pour toutes les raisons que je viens d'indiquer. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je vais... Moins de 5 minutes, ok. Moins 5. Ah, moins 5 Oui. Moins 5, c'est vrai? T'inquiète. Ok. Je suis désolée. Il n'y a pas de souci. Bon, alors, je vais essayer de faire vite. Bon, en plus, vraiment, je suis... Enfin, bon, je sais pas. Bon, ok. T'inquiète, on a encore du temps avant la prochaine table. Prends ton temps, t'inquiète. Non, vraiment. Je te donne tout la Merci. J'avais dit que j'arriverais pas. Bon, allez, je termine avec pourquoi là, il faut qu'on arrête de reculer et qu'on reprenne la main. Moi, je disais au début qu'en fait, on ne va pas pouvoir avancer en parallèle. Leur projet politique, c'est de nous détruire, c'est de nous écraser. D'accord ? Donc, et je pense aussi qu'il n'y a rien d'inévitable. Voilà. Alors, jusqu'en 2002, si je devais donner une date, elle est un peu symbolique, évidemment, les processus, ils ne sont jamais complètement, tranchés en termes de date. Mais jusqu'en 2002, quand même, justement, il y avait cette tradition de ne pas leur laisser d'espace, quoi. 2002, les manifestations contre Jean-Marie Le Pen, ça a été des manifestations qui rappelaient justement la nature du Front National, F comme fasciste, N comme nazi. Libération pouvait se vanter de ne jamais accorder d'interview aux personnes du Front National. Jacques Chirac, parce qu'il y a eu 1 million de personnes qui ont manifesté, c'est pas parce que Jacques Chirac était encore une fois antifasciste, mais parce qu'il y avait 1 million de personnes qui étaient dans les rues pour protester, à refuser le débat dans l'entre-deux-tours avec Jean-Marie Le Pen. Voilà ce qu'était le climat à l'époque, et tout ça a été arrêté parce qu'on nous a expliqué à ce moment-là que justement cet antifascisme-là, cet antifascisme qui ne voulait rien lâcher, qui ne fait pas d'alliance, qui ne fait pas compromis et qui cherche à les marginaliser, à les isoler, à les détruire, en fait, cet antifascisme-là aurait été un échec. Mais moi, je pose la question, du coup, 20 ans après 2002, on en est où quand on a changé de stratégie ? On est passé d'un Front National qui, en 2002, faisait 4 millions de voix, à un Rassemblement National qui, aujourd'hui, fait 13 millions de voix. Peut-être que, finalement, la stratégie de l'époque, c'était la bonne, mais qu'il s'agit de l'amplifier, en fait, d'autant plus rapidement et de façon d'autant plus massive. Voilà, je pose cette question-là. Et je pense qu'il y a un abîme entre aller chercher à convaincre largement et s'adapter. Et cet abîme-là, il nous abîme, en fait. Et c'est lui qui nous fait perdre. Pas mener le débat avec tous les grévistes sur le mouvement des retraites, sur le fait que oui, aujourd'hui le racisme se développe et qu'il s'agit de le combattre, que nos collègues en fait sont aussi racisés et qu'on a besoin de cette unité-là et que cette unité-là elle ne peut être qu'antiraciste, ça a été un drame. Quelques semaines après, il y a les révoltes pour Naël. Et ce qui aurait pu être une formidable opportunité d'unité s'est transformé en désastre. 80% des gens sont contre la réforme des retraites, 80% des gens sont pour le couvre-feu. Et Marine Le Pen n'a pas reculé dans les sondages, ni même dans les votes. Voilà le drame, en fait, auquel on est confronté. Et donc, l'antifascisme politique, c'est pas effectivement un antifascisme des manœuvres parlementaires quand on n'a pas la majorité, c'est pas un antifascisme de barrage républicain, mais j'ai envie de dire aussi, c'est pas un antifascisme qui fait des concessions au racisme. En fait, ça nous abîme. Aujourd'hui, l'antifascisme, il doit être aux côtés des mineurs isolés qui occupent la gaieté lyrique. Il doit être aux côtés des femmes et des étudiantes voilées qui sont en train de se prendre dans la gueule Rotaillot, qui explique que c'est la pointe avancée de je sais pas quoi. Il ne peut pas être un antifascisme de la lutte nationale, je suis désolée. Mais Marx ne dit pas ça. Enfin, je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui ont utilisé Marx là-dessus, c'est pas vrai. Marx, il a quand même fait la différence, par exemple, entre la lutte nationale dans un pays dominé et la lutte nationale dans un pays dominant. Il y en a un qui est dominateur et l'autre qui est émancipateur. Donc non, tous les drapeaux ne se valent pas. Un drapeau palestinien, oui, dans nos manifestations. Un drapeau israélien, non, dans nos manifestations. Et ce sera pareil, un drapeau kanak n'a pas la même valeur qu'un drapeau français. Et donc on est obligé de choisir. Sinon, ça nous abîme de ne pas choisir. Et on doit les convaincre. Et on doit dire que ça, c'est pas possible, en fait. Parce que ce qu'on porte à travers tout ça, c'est aussi l'idée qu'on est contre la domination des hommes sur les hommes. Et c'est quand même le fil conducteur qui doit nous animer par rapport à ça. Ça, c'est un antifascisme de classe, et ce n'est pas un antifascisme de classe au sens où beaucoup d'organisations qui se disent marxistes l'ont mis en musique. Ce n'est pas la classe au sens social, c'est la classe au sens politique. Quand on prend conscience qu'on fait classe, on est embarqué dans la lutte des classes. On est embarqué dans la lutte contre les dominants. On est embarqué dans quelque chose qui, de fait, est obligé de nous souder les uns aux autres. Je termine juste. Il y avait un pasteur, Neumoller.
qui avait écrit un poème sur la lâcheté des intellectuels allemands au moment de l'accession des nazis au pouvoir et des purges, qui ont alors visé différents groupes, les uns après les autres. Et on pourrait aujourd'hui en dire quelque chose sur ce que veut dire faire classe. Quand ils sont allés chercher, je le remets au goût du jour, les musulmans, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas musulmane. Quand ils sont allés chercher les résistants au génocide que mène Israël, j'ai rien dit, j'étais pas dans les manifestations. Quand ils sont allés chercher les trans, j'ai rien dit, je suis pas trans. Les islamo-gauchistes, les woke, j'ai rien dit. Les syndicalistes non plus. Et quand ils sont venus me chercher, il restait plus personne pour protester. C'est ça la notion de notre classe, en fait. C'est ça qu'il faut réinstaurer dans notre esprit. Ce que dit Benoît Coquart dans son livre dont j'ai parlé, sur ceux qui restent, c'est que notre classe, elle ne peut pas se payer le luxe d'être individualiste, en fait. Elle est obligée de s'accrocher à la solidarité pour ne pas sombrer. Et c'est ça qu'il faut faire revivre, c'est regrouper toutes les personnes qui, aujourd'hui, ont envie de combattre pied à pied le racisme, d'isoler les fascistes. Il faut qu'on montre qu'on est déterminé, voilà, qu'on veut tout renverser et qu'on veut gagner.